de cette passion. Isabelle et Yamina, qu'est-ce qui a été le plus difficile avant de vous dire je vais me battre? Est-ce qu'il y a un moment donné où on subit? Qu'est-ce qui fait le déclic, Isabelle? Je crois qu'il faut, c'est malheureux à dire, mais il faut tomber bien bas pour remonter. Et puis moi, ça a été douloureux, c'est que la colère m'a boostée. Alors, pas la colère de qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi moi, parce que ça, on n'y peut pas grand-chose. Mais j'ai beaucoup souffert du manque d'humanité de certains soignants. Et je crois que la colère m'a notamment poussée à écrire mon premier livre, parce que je me suis dit, tout ce que j'ai sur le cœur, puisque je ne pouvais pas parler, un jour, je l'écrirai. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous fassent aussi, les soignants? De quoi? Vous vouliez quoi? Un sourire. Ah, même pas? Il y avait un pas sourire, ne serait-ce qu'un sourire. Oui. Quand on rentre dans votre chambre, Karine, mais je ne vais pas partir là-dessus, quand on rentre dans votre chambre, vous êtes au feu roulant et qu'on vous engueule, il n'y a pas d'autre terme, parce que les enfants ont sali votre chambre, bon. Et vous, Yamina, quel a été le déclic pour vous en sortir? Alors c'était quand je me suis rendu compte, quand ça vous arrive du jour au lendemain, l'accessibilité pour vivre chez soi. J'ai compris ce que c'était que vivre en hospitalisation à domicile, pas de salle de bain, tout dans la salle à manger. Et avoir un enfant qui joue à côté de vous avec un lit médical, avec des soins, ça a été terrible. C'était la dignité qu'on prend un coup. Ouais. Et là, je me suis dit, ben, ce qu'on n'a pas pu faire, puisque je ne correspondais à aucune case, ça a été ça. J'ai dit, ben, je vais me battre pour les autres. Et là, il y a de la colère. Mais je me suis dit, la haine n'aide pas à se construire. La colère, oui, on peut avancer. C'est vrai. Voilà. Et sur la vie professionnelle, ça a été difficile de passer à autre chose ou pas? Oui. Ça a été un handicap, votre handicap? C'est-à-dire que bon, moi, j'ai dû m'arrêter. Hein, je me suis retrouvée en invalidité des années en tant que formatrice et responsable de relations entreprises. C'était difficile parce que j'étais quelqu'un de très relationnel. Et aussi le côté couper contact avec les collègues ou les personnes n'osent pas venir vous voir parce qu'ils se demandent si vous êtes en fin de vie. Vous réapprenez toute une panel de votre vie, en fait. Voilà. Vous réapprenez à vivre autrement parce que les gens ont peur. Et alors, pour retrouver du travail, comment vous avez fait? En fait, j'ai voulu reprendre. J'ai eu cet accident avec le bus, ce qui fait que je me suis dit, bon, ben là, c'est terminé. J'ai fait des projets, mais je me suis dit, je ne vais pas en arrêter là. Je vais m'affirmer au niveau social. J'ai un statut. Moi, je me sens importante comme personne. Je ne voulais pas me laisser aller. J'ai dit, je suis une personne. De vous-même au départ. Oui, même si c'était difficile, j'ai dit, voilà, je suis moi, Yamina Couturier, j'ai envie de me battre et je vais aller vers les autres. Bon, parce qu'il faut lutter contre la solitude, Charles Gardou. C'est le principal écueil des personnes handicapées. C'est ça, c'est la solitude dans laquelle les autres nous mettent surtout aussi. Alors pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je crois que la solitude est inhérente à l'existence humaine. Et dès qu'on a des pépins, dès qu'on a des problèmes, dès qu'on a des malheurs, cela tend à faire fuir les autres. Comme si c'était contagieux. Et comme si c'était contagieux. Et je crois que là aussi, le handicap n'est pas quelque chose de particulier, ça vient amplifier les phénomènes de solitude qui sont ressentis dans toute existence humaine. Et puis même socialement, attendez, on ne gagne plus rien quand même. Exactement, et s'ajoute en fait... Oh là, ça c'est un gros problème. Moi je suis en retraite pour invalidité, je ne l'ai pas choisi. Je touche à peu près dans les 800 € par mois. Donc, sinon, c'est 650 la pension de base. L'allocation adulte handicapé. Voilà. Donc moi, si je n'avais pas un mari pour m'aider, moi qui ai des tendances féministes, ben, je me demande comment on fait. Ça a été dur, quoi. J'ai 2 filles, je ne sais pas comment on fait. Donc économiquement... Donc ça aussi, la solitude... La vie ne s'arrête pas avec le travail, c'est clair. Mais économiquement, comment fait-on ? Et je crois qu'il y a une solitude paradoxale, hein, vous le confirmerez. C'est-à-dire, c'est la solitude que l'on vit quand on est très dépendant des autres. Parce que ce qui rythme des relations humaines, c'est que je reçois de quelqu'un, je lui donne, je lui rends. Il y a quelque chose du don et du contre-don. Et c'est pour ça qu'elles se sont engagées. Exactement. Je vous propose de regarder un autre extrait du reportage. Je ne suis jamais dit... t'es non-voyante, tu peux pas faire ci ou ça. Le fait de faire de la compétition de saut d'obstacle, c'est vrai que ça m'a aidé aussi à me dédouaner du handicap, ne serait-ce que dans le regard des autres, dans la perception des autres. Souvent, j'étais la cavalière non-voyante, j'étais plus uniquement la non-voyante. Donc c'est vrai que ça, c'est agréable. Le regard de la société, M. Gardou, sur les handicapés est plus dur qu'avant? Je crois que quand on voit l'histoire des hommes, le regard sur les personnes en situation de handicap a toujours été difficile et dur et pénible. De l'Antiquité. J'ai l'impression que ça s'arrange, mais c'est peut-être un leurre. Jusqu'à nos jours. Mais je pense quand même que la société se durcit aujourd'hui à partir de l'individualisme et à partir de la notion de compétition, de performance et d'exploit. Quand on n'est pas en situation de handicap, on ne se rend pas compte de l'effet des normes ambiantes, les normes esthétiques, les normes de réussite scolaire, les normes de productivité. Et ce sont des normes excessivement corrosives pour des personnes qui se trouvent du jour au lendemain en situation
de fragilité. Et donc les sociétés ont toujours été difficiles, pénibles envers les personnes les plus fragiles, mais je crois qu'aujourd'hui, elle s'est durcie d'une certaine manière, même s'il y a eu des progrès et même s'il y a eu des législations qui sont plus favorables. Hein. Mais il y a un durcissement des relations. On en parle plus, mais je crois que le handicap, la dépendance, c'est un miroir qui fait peur. Ouais. Le regard des autres est difficile à vivre ou pas? Sincèrement, Yamina. Ça dépend, en fait, oui. Il y a encore des... Qu'est-ce qui est le plus dur? Parce que la compassion, on ne peut pas en vouloir aux gens d'avoir de la compassion pour vous aussi. On ne peut pas en vouloir. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut... Les personnes me disent souvent qu'il faut éviter de parler de misérabilisme dans le handicap. Le côté, voilà. Le côté, parce qu'il y a des handicaps qui ne se voient pas, mais il y a tout handicap. Il y a beaucoup de sortes de handicaps. Bien sûr. Et donc, moi, je me bats pour que, justement, il faut arrêter de stigmatiser les personnes, les mettre toujours ensemble. Et puis, voilà, ça, c'est un combat aussi permanent. Et aussi, le rôle aussi, c'est un problème de société. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Ça, je le reconnais. Mais il y a encore du travail à faire. Le fait aussi, pourquoi on en parle, c'est parce qu'il faut arrêter de faire du spécial handicap. C'est-à-dire que, voilà, le fait de se battre pour l'accessibilité, c'est pour ça qu'on entend toujours parler du handicap, parce qu'on n'a pas fait en sorte que, justement, c'est le même problème que les Noirs, Yamina. Voilà, on retrouve, c'est exactement ça. On ne peut pas faire de communautarisme, il faut le plus normalement possible, quoi. Bon, vous parliez de compassion tout à l'heure, Karine. Il y a une différence, je trouve, entre la compassion qui est nécessaire et qui est louable. C'est pas la pitié, ce que j'ai dit. Non. Voilà. Et le problème, c'est qu'effectivement, le monde du handicap est pétri de pitié, de misérabilisme. Et que le misérabilisme. Non, mais c'est bien qu'on ne demande pas la même efficacité. Donc et qu'on prenne en compte la douleur des gens. Tout à fait. Voilà. Bon, pour conclure, Charles Gardou, qu'est-ce qui pourrait améliorer la vie des personnes handicapées? Alors, si vous le sentez, on est sans cesse appelé à changer le regard. Parce que j'ai coutume de dire, c'est une exhortation, c'est une sorte d'incantation, mais qui ne fonctionne pas en elle-même. Il me semble que si on veut changer le regard, il faut agir sur 3 points. Je ne sais pas si mes collègues seront d'accord avec moi. Le premier, c'est l'éducation précoce. Les enfants. On ne peut pas penser qu'un enfant qui a été tenu dans des lieux aseptisés devienne par miracle un adulte inclusif, capable d'accepter la différence de l'autre, que ce soit la couleur de peau ou le handicap, c'est la même chose. Le deuxième levier qui est important, c'est les cultures professionnelles. Comment voulez-vous qu'un architecte devienne sensible au problème du handicap si dans sa formation, il n'a pas travaillé l'accessibilité? L'enseignant, le médecin sur l'annonce du handicap. Mais tous les corps professionnels sont touchés. Là, c'est un deuxième levier d'action sur la culture. Et le troisième, vous l'avez en main, Karine, c'est les médias. Je pense que les médias, aujourd'hui, n'ont pas pris conscience du fait qu'elles modèlent les représentations, elles modèlent une société dans sa manière de l'appréhender, de la voir, de la vivre. Et aujourd'hui, le handicap est quand même tenu dans les médias, dans quelque chose d'assez exceptionnel, comme Yamina disait tout à l'heure. Il faut le remettre dans l'ordinaire de la vie pour le déghettoiser, faute de quoi il restera dans un ghetto. Oui, mais alors toutes les mamans qui viennent témoigner qui sont handicapées, et on ne le dit pas parce qu'on ne veut pas le dire, parce qu'il arrive parfois des mamans, en fait elles arrivent en fauteuil roulant, on laisse le fauteuil, elles sont là, elles témoignent en tant que maman sur autre chose. Mais du coup, il n'y a pas la même visibilité si on ne le précise pas. C'est vrai, mais c'est pour ça que j'ai fait un bouquin sur le handicap invisible, parce que je trouve qu'il n'y a pas de tabou. Il faut le dire. Il y a du boulot. Vous parliez de la prise en charge, de la sensibilisation précoce. Ça va la rééducation, tout va bien? Non, mais tout va bien, Isabelle. Une phrase. Exemple concret. Non, mais une phrase. Dans mon association, il y avait un gamin qui est venu à partir de 10 mois. Et son jeu préféré, c'était de se mettre sur le fauteuil roulant électrique du Yannick et jouer avec les lumières. Ce gamin, il sera sensibilisé. Ça, c'est sûr. Parfait. Une phrase, c'était parfait. Appel à témoins qui s'adresse aux handicapés et aux valides. Voilà. Un jour, vous avez enfin trouvé le grand amour, l'homme ou la femme avec qui vous aviez envie de passer le restant de vos jours. Venez nous dire comment vous avez compris que c'était elle ou que c'était lui. Pour vous, aimer doit rimer avec intensité. Si vous n'envisagez pas l'amour autrement que passionné, venez. Et puis, votre couple allait mal depuis longtemps, vous en aviez fait le constat et la situation ne s'arrangeait pas. Vous avez pris la décision de rompre. Venez nous dire si ça vous a soulagé. Je pense que oui. Demain, au programme des maternelles, on va voir que tous les enfants de 10 ans ne savent pas forcément lire et écrire et que c'est un drame. Pourquoi certains enfants sans problème apparent ne parviennent-ils pas à maîtriser la lecture? Pourquoi l'école semble-t-elle impuissante face à leurs difficultés? On en parlera dans la grande discussion. Et puis dans la série doc Les Petits Matins du Monde, on ira aux États-Unis voir le petit matin de Sarah et de Lily qui habitent à Manhattan. On va retrouver Nathalie Le Breton avec Emma Rota dans les bonus des maternelles. Et puis une gynécologue répondra à toutes vos questions qui s'adresse à tout le monde sur notre plateau. Bon, voilà, à demain 8h55. Merci beaucoup.